Bonjour Stéphane Poufari, vous êtes directeur général de Énergie 2050. On est ici sur le pavillon Énergie 2050 avec ses partenaires. Qu'est-ce que c'est Énergie 2050? Déjà en un mot, qu'est-ce que cela veut dire d'être à la COP23 pour Énergie 2050? Alors, deux réponses. Premièrement, Énergie 2050, c'est une association qui travaille en France et à l'international sur les sujets transversaux pour le développement durable et la lutte contre les effets du changement climatique. Et on est actuellement présent dans une trentaine de pays sur des enjeux bâtiments, villes, énergie, et puis évidemment, bien sûr, le sujet des négociations climat, le carbone. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de grand puzzle. Et on a le plaisir et la chance de travailler à la fois au niveau étatique, puisqu'on a accompagné des pays à mettre en place leurs contributions prévues, déterminées au niveau national, des dossiers de financement fonds verts, on travaille avec des collectivités territoriales, puis après avec des entreprises et jusqu'aux citoyens. Donc c'est vraiment une espèce de grand puzzle et on l'a voulu justement sur cette transversalité. On était un peu en amont de l'accord de Paris, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui l'approche silo, verticale, ne crée que des effets de verrou, voire de rebond. Et donc quand on a eu cette vision, voilà, c'était notre approche et il s'avère qu'elle a marché, parce que visiblement elle répond à une attente et à un besoin du multi-acteur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici justement à la COP 23. Alors à la COP23, ici même, et avec certains des acteurs présents, que ce soit les entreprises, on l'a vu hier, avec des acteurs comme Enedis, des acteurs aussi bien, on l'a vu, du fonds Livelihoods ou quelques autres grandes entreprises comme Danone, Schneider Electric, Michelin et quelques autres. On parle de neutralité carbone sur cet événement ici, COP23, en lien avec l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça représente pour Énergie 2050, cet objectif-là? Alors, d'abord, il y a deux choses. Je pense que ce sujet de neutralité carbone, il faut le remettre dans un enjeu bien plus global de qu'est-ce qu'on attend de l'accord de Paris et ce pourquoi il a été mis en place. Et je fais juste une petite parenthèse parce que c'est quand même important. On publie entre autres, nous, Énergie 2050, le guide des négociations climat, ce qui veut dire de la francophonie, qui est certainement un des plus gros best-sellers, j'ai envie de le dire, de l'espace francophone, sachant qu'il est lui-même traduit en anglais, qui est le décryptage méthodologique de l'accord de Paris. Alors pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est qu'aujourd'hui, l'accord de Paris est souvent lu de manière très sectorielle et parfois peut-être un petit peu trop simpliste. L'accord de Paris, c'est une véritable transition, une véritable révolution. Alors pourquoi? Parce que d'abord, l'objectif tel qu'écrit aujourd'hui dans l'accord est insuffisamment ambitieux, mais néanmoins pourrait permettre, sous réserve de beaucoup de préambules, d'atteindre un objectif qui pourrait rester ambitieux si tout se met en place. Mais pourquoi j'ai dit insuffisamment ambitieux? C'est que les contributions prévues déterminées des États, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur de l'enjeu de la science. Premier point. Deuxième point, puisqu'on va parler de neutralité carbone, si on regarde la science, qui a quand même un nouveau statut depuis l'accord de Paris, puisque les travaux du GIEC maintenant vont devoir être pris en compte officiellement comme une donnée d'entrée et pas simplement une donnée d'accompagnement, d'information comme avant. Et donc ce rapport va arriver l'année prochaine, en 2018, au même moment où on va être dans un dialogue de facilitation. Alors pour ça qu'il faut vraiment que les gens commencent à comprendre le véritable enjeu qu'il y a derrière. Et ce dialogue de facilitation a normalement pour objectif de re-questionner l'ambition qui aujourd'hui, j'insiste, n'est pas au rendez-vous. Deuxième chose, avant d'arriver à cette réponse importante de la neutralité carbone et du possible rôle qu'elle peut jouer à la fois comme message et comme moyen d'agir, c'est que derrière ça, on est aujourd'hui dans un questionnement très complexe. Pourquoi? On a cet accord. Il y a une feuille de route, mais cet accord est adossé à énormément de sujets sur la mise en œuvre. Et aujourd'hui à Bonn, le principal, j'ai envie de dire, délivrable que beaucoup de gens attendent, c'est le cahier des charges, le livre des règles, pour mettre en place l'accord de Paris, qui n'existe pas. Parce qu'il a été je veux dire, opérationnalisé très rapidement, ce qui est presque un record dans les agendas internationaux, mais néanmoins, on n'a pas de cahier des charges de comment on va le dérouler. Et ce cahier des charges est adossé lui-même à plein de problématiques, dont l'accompagnement technologique, la gestion des financements climat, avec toujours cette espèce de grand, j'ai envie de dire, envie collective du Fonds vert climat, mais qui n'est pas le seul outil. Il y a le fonds d'adaptation, il y a énormément de fonds qui sont aujourd'hui au cœur de l'agenda. Et donc vous voyez, quand on parle de neutralité carbone et ou de mise en œuvre, on doit aussi questionner tout l'enjeu de l'ambition avec le pré-2020, qu'on a aussi tendance à oublier parce que les CPDN ne sont que pour l'après-2020. Et si on a une trajectoire trop carbonée avant le 2020, bien évidemment, on loupe la fenêtre. Donc vous voyez que c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus politique. Et avant de répondre à votre question, dernier mot sur la COP. Beaucoup de gens, et qui de mon fait devraient vraiment mettre les mains dans le cambouis, pensent que c'est une COP technique, ce qui est très clairement vraiment presque une hérésie. C'est peut-être une des COP les plus politiques qui a eu presque au même niveau que de l'avant l'accord de Paris. Pourquoi? Parce que si on loupe, j'ai envie de dire, la capacité des pays à mettre en œuvre ce pourquoi ils se sont engagés, non seulement on va ouvrir une boîte de Pandore et de frustration,
voire même d'incompréhension. Parce que beaucoup des pays amis, pays en développement, avec lesquels d'ailleurs on travaille, ont fait leur contribution dans un temps record. Et donc avec beaucoup d'angles qui demanderaient beaucoup plus de travail, et eux-mêmes se retrouvent finalement dans un engagement, ayant peu ou pas d'émissions avant, avec des contributions au niveau mondial de quelques pourcentages, voire même des fois inférieurs à 1%, mais aujourd'hui un accord à mettre en place. Et donc vous voyez que tous ces mécanismes dont on parle sont des sujets cruciaux. Alors dans ce contexte, la neutralité carbone, c'est certes alors plusieurs lectures, une lecture politique, très important, qui dit neutralité dit comment mettre en place un processus de mode de consommation et de production durable, et je vais rajouter des petits mots à Énergie 2050, solidaire, porteur de développement et de résilience, parce qu'on a tendance un petit peu à imaginer que, mais non, il y a quand même quelques petits mots qu'on ne doit pas oublier dans le cadre de l'accord, de la convention de la base, le principe de l'équité, de la responsabilité partagée mais différenciée. Donc, premier objectif, politique. Donc c'est un message. Deuxième objectif, c'est comment je le mets en œuvre et avec qui. Alors là, du coup, l'équation est plus complexe parce qu'on est aujourd'hui dans l'ère du multi-acteur. Les États seuls ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Donc, qui dit multi-acteur dit évidemment, je vais travailler avec des interlocuteurs éminemment différents. Ce qui est d'ailleurs tout le périmètre d'intervention de l'association. Des États, bien sûr, on l'a dit, mais surtout des gouvernements locaux, donc des gouvernements sous-nationaux, qui ont une légitimité, mais qui ne sont pas partie prenante aux négociations. Évidemment, les entreprises. On en a parlé avec, justement, dans les différentes interviews, et puis ce qu'on a réalisé ici avec les partenaires que vous avez cités. Là, évidemment, il faut travailler avec eux parce qu'eux, ils ont des stratégies et souvent sont peut-être plus proches de la mise en œuvre parce qu'il y a une logique économique derrière, une logique de performance. Et puis, on va travailler aussi avec tous les acteurs possibles de la recherche, donc ceux qui pourront peut-être créer l'innovation, et puis derrière la société civile, qui elle aussi, on a souvent tendance à penser qu'elle est très au courant du fait. Non, elle doit aussi s'approprier le véritable agenda pour le mettre en œuvre. Donc vous voyez, cette neutralité carbone, pour nous, c'est bien évidemment un moyen politique, mais on doit le traduire avec toutes ces cibles. Et là, l'exercice devient éminemment complexe. Et donc, ce qui est votre analyse, et merci pour ce décryptage assez général et très formidable de cet enjeu global de la COP23, cette analyse qui est la vôtre du point de vue de la discussion, de la négociation, de l'ensemble de cette COP avec ces enjeux multinationaux et ces enjeux de négociation. On sait bien que finalement, peut-être, ce qui gagne, c'est sur le terrain, l'action réelle des acteurs. L'action réelle des acteurs. Et est-ce que, de votre point de vue, c'est pas finalement par cela qu'on tiendra l'objectif? Eh ben alors, ça, c'est éminemment la bonne question. Et puis, finalement, c'est presque le cœur de nos actions d'aujourd'hui. Alors, je l'ai rappelé, c'est vrai qu'on a travaillé avec des États. On a même monté des dossiers fonds verts pour des États. Alors, je ne vais pas les lister ici parce que d'abord, ce serait indélicat, mais de toutes les manières, on a fait 7 CPDN, plusieurs dossiers fonds verts. On travaille à territorialiser les contributions nationales au niveau local. On vient de sortir un rapport avec un des acteurs qu'on considère les plus importants aujourd'hui, qui est le Gouvernement locaux unis d'Afrique, qui rassemble toutes les villes africaines. Et donc, vous voyez bien que cet ascendant, ce besoin-là est essentiel. Alors, oui, on pense que ça va venir de ce qu'on appelle, nous, à Énergie 2050, une complicité positive. Ça veut dire quoi? Les uns ne pourront pas faire sans les autres. Sauf que si je reprends l'exemple de l'Afrique, je viens de citer le gouvernement locaux unis d'Afrique, qui d'ailleurs partage notre pavillon, on est très honorés. Donc si on regarde eux, ils se retrouvent confrontés à une foultitude de problèmes. La décentralisation, la capacité fiduciaire, la capacité méthodologique et la capacité à mobiliser, voire même la légitimité à mobiliser. Et puis sur quel périmètre? On a oublié de le dire dans la vision un peu panoramique des négociations, tout doit être transparent. Alors évidemment, on devrait se l'imposer à nous, pays dits du Nord ou développés. C'est très complexe, il n'y a pas une transparence sur énormément de sujets, dont le financement. Mais admettons, tout le monde va devoir travailler dans une méthodologie dite de mesure, notification en français, reporting ou vérification. Et ça, c'est quand même une alchimie nouvelle qui va demander des compétences réellement nouvelles. Quand on parle à une entreprise, les gens peuvent le comprendre. Parce que j'investis tant, je dois avoir telle performance sur tel ou tel sujet, qui ne sont pas obligatoirement économiques, qui peuvent être territoriales, qui peuvent être partenariales, qui peuvent être aussi tout bêtement dans du reporting, responsabilité sociale, environnementale et économique. Mais dès lors qu'on va parler avec des acteurs qui, eux, n'ont pas cette culture de la performance, voire même cette capacité, c'est un grand échiquier. Alors, par exemple, avec les gouvernements locaux, je viens de le dire, on a mis en place ici, alors on l'a lancé en avril dernier, mais on a mis en place une task force pour accompagner les gouvernements locaux africains à avoir accès direct à la finance climat. Alors là, quand je le dis, ça paraît romancé, très simple, on peut se dire, voilà, on va y aller. Non, c'est presque une révolution de pensée. Parce qu'on va devoir travailler dans une logique qui n'existe pas, qui ne sont même pas légitimes à avoir accès à ces financements.
Donc vous voyez bien que là, tout le travail méthodologique de ce que vous disiez, ce côté ascendant, il va falloir le construire. Et non, on va plus loin. Il va falloir qu'on travaille avec tous ces acteurs, entreprises compris, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec certaines entreprises, pour qu'ils utilisent le même langage qu'on a ici dans l'agenda de la mise en œuvre. Et très clairement, beaucoup d'entreprises, même si elles font un énorme travail sur tous les mécanismes carbone ou autres, ne sont pas compatibles avec l'agenda des négociations. Donc ce MRV, cette historicité des données, cette capacité à créer de la transparence, tout à l'heure dans d'autres interviews on parlait de l'adaptation, boîte de Pandore, comment je mesure la performance environnementale, économique, climatique d'un projet d'adaptation. Alors on travaille sur ces sujets, on commence à mettre en place des méthodologies, on a nous-mêmes nos propres initiatives, Ethicarbone par exemple, mais d'autres, mais comment je vais le rendre climato-compatible dans une perspective de développement d'un territoire qui lui-même est soumis à une pression juste improbable, inexpérimentée au niveau mondial, avec un agenda de l'action qui est complètement décalé de l'agenda du politique de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc là, on est dans des échiquiers. Alors ça avance, bien sûr, on avance. Nous-mêmes, on a les mains dans le cambouis tous les jours. Mais vous voyez bien que c'est des sujets nouveaux. Alors, dès lors qu'on aborde ça, ce côté ascendant, c'est une construction qui doit se faire selon 3 axes, de mon point de vue. Premier point, construire de la confiance. Alors, confiance, pourquoi? C'est des sujets nouveaux. Il y a de mauvaises histoires sur ces mécanismes d'accompagnement, de carbone, de mise en œuvre. Des mauvaises histoires parce qu'il y a eu du stop and go, des agendas pas compris. Et puis parce qu'il y a quelques personnes qui ont aussi usé du système sans véritablement être totalement éthiques dans le système. Fort malheureusement, et je pense que c'est même extrêmement bien d'insister là-dessus, je pense que cette confiance qu'on a d'ailleurs voulu dans l'accord de Paris sous le mot de transparence, qui aujourd'hui fait encore défaut, aujourd'hui dans l'agenda, je pense que c'est central. On doit avoir de la confiance parce que ces gens-là, d'abord, sont nos partenaires. Ils n'ont rien à nous envier en termes d'expertise. On se plaît à le rappeler tous les jours. Ils mettent déjà en œuvre, mais simplement dans des contextes qui ne sont pas toujours adaptés à ce contexte des négociations et dans des réalités que nous ne connaissons pas. Je vous donne juste un chiffre qui devrait effrayer tout le monde. L'Afrique urbaine, 530 millions d'urbains aujourd'hui. On va passer au milieu du siècle 1,3 million d'urbains. 1,3 milliard d'urbains. Donc c'est une transition urbaine qu'aucune de nos sociétés n'a expérimentée. Donc quand nous on travaille avec des maires dans des villes subies, je reprends les mots du secrétaire général de CGLU Afrique, là on est confronté à 40 000 nouveaux urbains par jour. Besoin de logement, besoin d'assainissement, besoin de transport, besoin de matériaux, compétition avec de l'eau, avec des ressources. Et nous, le seul mot qu'on leur dit, commencez à devenir obsédés par rendre climato-compatibles toutes vos décisions. Et là, il y a un apprentissage qui est juste dans l'urgence. Donc, un mot, la confiance. Confiance. Le deuxième mot, la connaissance. La capacité de pouvoir mettre en œuvre avec le MRV. Dit différemment, plus simple pour les gens qui nous écouteront, utiliser le même mot. C'est très important. On a mis des années à avoir le même mot pour calculer l'additionnalité d'un projet carbone. Formidable. Aujourd'hui, on doit prendre en compte développement, adaptation, atténuation dans le même mot pour avoir la même traçabilité en termes d'indicateurs de performance. C'est une révolution, on sait le faire, on peut y arriver, mais ça c'est le deuxième axe. Et le troisième mot, donner la capacité aux acteurs d'agir. Et là, c'est la révolution du financement, alors que ce soit du financement volontaire, institutionnel, traditionnel ou climat, la panacée, sachant que le financement climat va être insuffisant. Même si on est arrivé aux 100 milliards, aujourd'hui on parle de 200 milliards sur la table, on ne prend pas en compte les besoins d'adaptation. On prend juste des besoins d'amorçage. Et là, il faut aussi faire comprendre à nos acteurs non étatiques, les entreprises c'est le plus facile. Quand on bosse avec des entreprises, on leur explique la performance. Et très clairement, vous le savez, vous-même vous êtes du monde de l'entreprise, je crois qu'on a des acteurs vraiment engagés, qui le comprennent, d'autres qui effectivement sont encore de l'ancien monde, j'ai envie de dire. C'est un peu triste, mais j'ai envie de dire tant pis pour eux. Parce qu'ils ne seront pas dans l'aventure et tant mieux finalement pour les autres parce qu'il faut que les gens qui veulent porter le bon message, à un moment donné, soient sur le devant de la scène, c'est bien. Ça va être eux les tireurs de train. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on explique à tous les acteurs non étatiques, en particulier les gouvernements locaux, qu'ils n'auront pas accès de financement externe. Et là, le grand génial, j'ai envie de dire, le côté génial de cette révolution que nous on porte avec nos partenaires, c'est qu'un bon projet climato-compatible, c'est un bon projet bancable de toutes les manières. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si on arrive à mettre ce MRV, mesurer l'adaptation versus l'atténuation, ce que l'on appelle les co-bénéfices, moi, j'en fais un projet bancable. Et ce projet bancable, il va créer du développement. Oui, et ça, c'est vraiment la vision d'Énergie 1050. Mais c'est une révolution. Et c'est pour ça que la confiance, je reviens au premier, si on ne l'a pas construite, on ne peut pas laisser ces gens. Nous, quand on est avec eux, on va du petit A jusqu'au Z.
Et après, on revient en petit A parce qu'ils vont devoir faire aussi une série d'actions. Vous voyez, donc, c'est vraiment pour nous quelque chose de passionnant. Alors, ça fait des années qu'on est dessus, mais je crois que c'est le grand moment de la mise en œuvre. Et si on ne prend pas en compte ce besoin d'expertise, ce besoin de politique et ce besoin de confiance, je crois qu'on ne sera pas au rendez-vous des 2 degrés et des 1,5 encore plus. Un mot, merci pour ce décryptage pour et ces l'opportunité. éléments. Merci pour cette dynamique que vous propulsez autant que faire se peut. Et peut-être, quel est votre vœu pour la COP 24 l'année prochaine? Alors, je vais être super provocant, mais j'adore. J'avais envie de dire pour déjà la COP 23, moi mon vœu c'est qu'on ne sorte pas avec un cahier des charges qui va être remis à demain. Le cahier des règles d'aujourd'hui, on va encore être pris par notre schizophrénie habituelle de la perfection. On n'a pas besoin de ça. On doit avoir juste un cahier des charges qui permette de mettre 4-5 actions directes. On a besoin d'agir. L'agenda du climat, c'est une urgence. Et pour la COP 24, je rêve qu'on fasse les comptes et que ça accompagne le dialogue de 2018 qui va être très compliqué sinon, pour qu'il y ait les comptes au rendez-vous, les acteurs non étatiques soient des complices, qu'on ait travaillé et avancé sur cette mise en œuvre. On le fait, mais on est bien évidemment avec nos petits bras, mais pas suffisant. Donc moi, je suis pour les grandes coalitions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a accueilli plein de multi-acteurs sur notre pavillon, d'ailleurs qui nous ont aidés à le mettre en œuvre. Il faut être très clair, nous on n'a pas les sous, voilà. Mais parce qu'on croit en cette dynamique, et nous on fait partie des gens du partage. Peu de gens partagent leur pavillon, nous on l'a partagé volontairement, parce qu'on sait que seul, malgré notre talent et notre expertise, on n'y arrivera pas. Donc c'est le temps des coalitions, je réponds, c'est le temps du compte, de la mise en œuvre, de la réelle confiance sur la réalité des comptes, pas du discours. Et Dieu sait si hier on en a entendu encore beaucoup sur le high level segment. Et puis j'ai envie de dire le temps de la mise en œuvre. Voilà. Merci à vous, c'est le temps des alliances et Exactement. avec Alliantis, on sait que c'est extrêmement fondamental. Merci. Merci beaucoup.